Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des sorcières du Nord. C'est le Nord. Je t'ai répondu? Alors ça va. Reine Percheval est veuve et vit à Basuel. Soupçonnée et dénoncée par de nombreux voisins, elle est conduite à l'abbaye de Saint-André pour ses interrogatoires. Niant tout ce qui lui est reproché, elle est soumise à la torture. Elle avoue et dénonce ses complices, notamment celle qui aurait participé avec elle aux danses du sabbat. Interrogée sur les crapauds qu'elle avait en sa maison, elle répond qu'elle en nourrissait 4, accoutrés. Le premier rouge, un autre vert, d'autres jaunes et encore plein d'autres. C'était pour les fois que son diable venait à elle, en sa maison, pour lui faire de la bruine. Et une fois, elle l'avait fait pour faire faillir les pommes et les poires. Il le faisait de cette manière. Elle allait chercher les crapauds et battait leur venin sur l'eau, dans une fosse de son jardin, avec un bâton d'épines, et aussitôt, il se levait une épaisse bruine. De quoi faillir les pommes pour cette année. Et c'est pour ça qu'on le sait, c'est parce qu'il y a eu des archives, des procès et des archives judiciaires. Il fait faillir les pommes? Gâter les pommes, oui. Ah, ça, c'était grave, hein, parce que toutes les atteintes sur les réserves, que ce soit de fruits, c'était vital. Hein, à l'époque, en hiver, pendant la mauvaise saison, il n'y a pas d'approvisionnement. Si la récolte est gâtée, ben, on n'a plus rien à manger. Et ce qui était très 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 précieux aussi, c'était tous les animaux d'élevage. Qui avaient une très grande valeur. Hein. Une vache, un cheval, c'était quelque chose qui valait beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que la justice à cette époque était terrible, hein, parce qu'il y avait la justice de l'Église. Enfin, c'était pas une justice. La justice de l'Église, elle déclarait coupable ou pas. Bon, c'est Jeanne d'Arc, hein, le procès de Jeanne d'Arc. Et puis après, elle est livrée au bras séculier. Donc ça, c'est l'Église fait pas la basse besogne, si on peut dire. Hein. Veuve de 70 ans, Aldégonde de Rue vit à Basuel, dans le Cambrésis. Elle est jugée pour avoir causé la mort de plusieurs chevaux et d'une vache. Elle demande à être examinée, croyant se faire innocenter. Mais on juge, suspecte, les marques qu'elle a sur le corps. Le bourreau l'a vue et visitée, par tous les lieux et places de son corps, même en des lieux intérieurs, comme la bouche et les parties honteuses, jusqu'à lui couper ses cheveux lienneux et les poils de son corps et de sa tête. Torturée, elle avoue ses maléfices, y compris ceux qu'elle aurait exercés contre ses voisins. Elle confesse aussi sa participation au sabbat et ses relations charnelles avec le diable. Minard, le bourreau, nous a dit et rapporté qu'il a trouvé sur cette femme une marque sur l'épaule gauche, en forme de 5 petits points, comme si elle avait été faite exprès. Et cette marque est semblable à celle qu'il a trouvée et reconnue sur le corps de 2 autres sorcières, qui avaient été visitées par lui-même et exécutées par une sentence de justice. Aldégonde sera étranglée et brûlée. Au XVIe siècle se met en place un pouvoir plus fort, un pouvoir judiciaire, avec aussi des théologiens, des gens d'église qui vont échafauder toutes sortes de théories, qui vont sortir des livres de théories sur les sorcières. Il y avait un ouvrage très très célèbre à l'époque, ça s'appelait Le marteau des sorcières. Et c'était censé révéler comment on pouvait prouver que la personne était sorcière. Alors elle avait sur elle un point, une marque, diabolique, bien sûr, qui était insensible à la douleur. Alors vous imaginez comment on cherchait la marque en la torturant de toutes les façons possibles et imaginables, la malheureuse, et puis sous la torture, bien sûr, elle finissait par avouer n'importe quoi. C'était évident. Et puis l'exécution publique sur la place du village. Au vu des enfants, tout le monde y assiste. Bon, les exécutions sont plus ou moins cruelles. Hein. Quelquefois, assez souvent même, on étranglait la personne avant de la brûler. C'était une forme de gentillesse. Oui, si on peut dire. Si on peut dire. Mais ce qui était terrible aussi, moi ce qui me semble effectivement terrible aussi, c'est la suspicion qu'il pouvait y avoir dans le village. Et sous la torture, la malheureuse, on cherche à lui faire extorquer d'autres noms, parce qu'elle est censée se rendre au sabbat
avec une assemblée de plusieurs personnes. Et elle va livrer les noms de ses voisines. Ça, c'est terrible. Je trouve pas. Ça devait vraiment pourrir l'atmosphère du village. Marie Lansin, 52 ans, vivant à Bazuel. Marie est interrogée plusieurs fois. Par le maire et échevin de Bazuel, puis par le procureur et le greffier de Saint-André. Elle est veuve, âgée de 52 ans, plusieurs fois soumise à la torture. Elle a dit « La première fois que le diable lui est apparu, c'était dans la cour, sur le soir, qu'il était en forme d'homme, d'âge moyen, mais dit n'avoir mémoire de comment il était accoutré. Elle a dit qu'il s'appelait Colin, lui ayant dit en l'abordant qu'elle ne se déconforta point, qu'il l'assisterait en sa nécessité, qu'il ne lui demandait rien d'autre qu'une épingle, puis un jarretier, qu'elle lui refusa. Elle lui permit de prendre un bout de cordon de son cotin. A dit de plus que chaque femme avait son diable qui la menait danser. Et qu'outre ce, il y en avait qui étaient au mi-temps de la danse, lequel après cette femme, elle allait le saluer, lui faisait la révérence et le baisant. Le diable la ramenait en sa maison et couchait avec elle, ayant par 2 fois eu sa copulation, qu'elle sentait sa chair froide, et que sa nature était aussi froide. Elle est condamnée à être étranglée et brûlée. Ça devait être très dur pour les femmes, parce que le système judiciaire, ce sont les hommes. Et puis, ils ont l'Église, la caution morale de l'Église. À l'époque, le village est gouverné, si on peut dire, on appelle ça le mailleur et les échevins. Le mailleur, c'est le maire, et les échevins, les conseillers municipaux. Bon, bien sûr, ils sont désignés, on vote pas pour eux, il n'y a pas encore de démocratie. Et puis, au-dessus de ces gens-là, il y a le système judiciaire, et il y a l'abbé de Saint-André du Cateau, d'une abbaye bénédictine, donc qui est censée quand même pratiquer une religion aimante, etc. Et ils ont cette caution morale de l'Église, qui n'hésite pas Bazuel était placé directement sous l'autorité de l'abbaye, qui possédait d'ailleurs une propriété, un petit château avec des maraîchages. C'est là qu'ils cultivaient leurs légumes. Madeleine, 77 ans, habitante pauvre de Rieux en Cambrésis, a déjà été emprisonnée pour une affaire de sorcellerie. Elle est de nouveau interrogée. Suite à la mort de plusieurs chevaux, les magistrats la questionnent sur les précédents familiaux. Sa mère, sa fille, sa tante, qui ont été condamnées à être brûlées. Madeleine nie tous ces faits et affirme que toutes ces femmes ont été forcées à avouer des crimes qu'elles n'avaient pas commis. Elle clame que sa fille a été condamnée sans jamais n'avoir fait de tort à personne et qu'on a profité du fait qu'elle n'avait que 13 ans pour la charger de condamnations qu'elle ne comprenait pas. Après 2 mois d'interrogatoire et de procès, Madeleine finit par avouer ce dont on l'accuse. Elle est étranglée et brûlée. Et la perception de la souffrance, c'était des gens habitués à souffrir. Les tortures, nous, la moindre incommodité nous semble insupportable, mais eux, c'était des gens, c'était des durs quand même. Puis la vie humaine n'avait pas... plus bas vous étiez dans l'échelle, votre vie n'avait aucune valeur en fait. Il n'y a pas de démocratie, donc c'est malheureusement... Vous me donnez un peu le vertige. Mais... C'est dur, c'est dur, il faut comprendre la... Et puis leur univers mental aussi, ce sont des gens qui ne bougent pas de leur village, donc qui n'ont pas de point de comparaison, qui, pour la plupart, n'ont pas eu beaucoup d'éducation. Vous pensez qu'ils étaient ignorants ? Ignorants, non. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'ils ne connaissaient rien, pas le vaste monde en fait. Ils ne pouvaient pas faire de point de comparaison. Par contre, les gens qui détenaient le savoir, et c'était souvent des religieux, parce que c'était encore, on écrivait encore en latin, souvent. Le médecin aimait bien utiliser le latin pour faire étalage de sa science. C'était les gens qui savaient, et les autres n'avaient pas à savoir. C'était eux, les détenteurs d'eux, donc ils se faisaient juges très volontiers. Il y a ce côté, ceux qui savent et ceux qui sont ignorants, en fait.
Après, ils n'étaient pas si ignorants que ça, parce que dans leur village, moi je pense qu'ils connaissaient le moindre sentier, la moindre herbe, ils étaient capables de savoir si c'était toxique, pas toxique. C'était peut-être plus ignorants sur le monde, mais oui, beaucoup moins sur très observateurs, leur monde à eux, quoi. Faut pas oublier que par exemple, il n'y avait pas d'éclairage artificiel, ils connaissaient les étoiles très très bien, ils connaissaient les moindres changements météorologiques, les animaux, ils avaient un rapport avec les animaux très fort. Donc c'est un savoir différent et qui a été nié aussi un peu. Il y a eu cette grande coupure, c'est un peu dommage. Je crois que maintenant on commence à réaliser que oui, bah, de toute façon, encore pas une si fois. simple. Marie de Boubé, 28 ans, originaire de Rieux en Cambrésis, est accusée de pratiquer la sorcellerie pour son propre compte. Elle s'est éprise d'un certain Jean Goudry, qui lui l'ignore, et elle aurait utilisé ses pouvoirs pour qu'il l'aime en retour. Le jeune homme meurt subitement, et Marie est soupçonnée d'avoir provoqué sa mort. Réputée sorcière, elle vit misérablement. Depuis la mort de son père, non marié, à la marge de la communauté, elle sera soumise à la torture. Lors de ses interrogatoires, malgré les menaces, elle nie avoir maléficié Jean Goudry et tient des propos considérés par les juges comme peu cohérents. Pressée de répondre aux interrogations, elle soutient que les gens de Rieux en Cambrésis sont des gens bien. Mais si elle est sorcière, ils le sont aussi. Après plusieurs exclamations et mimes, se jetant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, à dénier réclamant toujours Notre-Dame de grâce, d'après le juge simulant des pleurs, d'admonestations, sans rien avoir voulu dire. Ce qui lui permettra peut-être d'échapper à la peine de mort. Elle est condamnée au bannissement. Mais il faut rappeler aussi que le bannissement à l'époque c'est terrible. C'est terrible parce qu'on est banni sans rien, sans bien, sans argent, réduite à la mendicité sur les routes. Son sort est quand même devient peu aléatoire, enviable. oui, surtout pour une très, femme très seule. Et c'est vrai que quand malheureusement la maladie, la mort, les gens n'avaient pas d'explication, donc c'était l'explication magique. Bon, il est sûr aussi qu'elles étaient guérisseuses, elles apaisaient les maux de leurs voisins avec des plantes, etc. Et de temps à autre, il y avait sûrement des gens qui venaient pour jeter des sorts ou faire du tort à leurs voisins ou au contraire faire tomber quelqu'un amoureux ou ce genre de choses. Hein. C'est pas que des filtres maléfiques après tout. Et elles devaient faire croire aussi à leurs clients toutes sortes. Elles utilisaient un peu une sorte de magie avec des amulettes, des choses comme ça. Hein. D'ailleurs, ce sont des croyances souterraines qui, dans toutes les sociétés, et y compris à l'heure actuelle, perdurent. J'ai trouvé une petite source intéressante aussi sur Basuel. On a un livre beaucoup plus ancien qui a été écrit dans les années 1940 par Henri Martel. Et il était très bon en botanique et il cite un peu des remèdes utilisés à l'époque. C'est pas triste. Ah oui. Genre bave d'escargot oui. et ver de terre vivant, etc. Je l'avais cité d'ailleurs dans un article. Alors, oui, qu'est-ce qu'on utilisait? Des fleurs de lys macérées dans de l'eau de vie, la salive de chien, de la poix de cordonnier pour les crevasses, de l'huile, infusion de bourrage, des toiles d'araignée, bien sûr, ça c'est classique, des vers de terre mi-vivants en pansement et du sirop de limaçon. J'ai toujours pensé que c'était de l'ordre du fantastique et de l'imaginaire. Je savais pas que c'était réellement... Il y avait des remèdes assez... Bon, qui n'étaient pas tous... Vous savez, la bave d'escargot, c'est encore utilisé. Tout à fait, en cosmétique, effectivement. Ça a pas mal de vertus au niveau de la peau. Interrogatoire de Marie-Anne Dufossé, 15 ans. Au cours de son interrogatoire, Marie-Anne évoque le sabbat, où elle a fait révérence au diable, un grand homme en noir, qui se tient assis sur un siège, au milieu de la danse. Elle confesse que le diable l'a marqué à l'épaule droite et lui a donné une épingle pour faire mourir hommes et bêtes. Elle avoue ses maléfices contre une femme, une petite fille, 2 poules et un cheval.
On lui demande si pendant leur sabbat, elle n'a point d'acquaintance avec le diable et quelle semence elle ressentit, si chaude ou froide. Elle a répondu que pendant le sabbat, elle n'a jamais eu affaire avec son amoureux, mais bien quand il l'a menée à la dite danse. Et plusieurs fois, étant à son chariot, elle croyait y avoir du plaisir, mais ne sentait néanmoins rien, sinon comme un vent qui passe. Au XVIe siècle, les choses changent dans les villages. Pendant des siècles, des millénaires, dans les villages, on avait vécu de la même vie, ou plutôt survécu, très pauvrement. Il y avait relativement peu de différence entre les habitants, et quand il y avait un problème, un conflit, ça se réglait à l'intérieur du village, avec le chef du village, et puis voilà. Au XVIe siècle, ça change, parce que d'une part, l'économie va quand même démarrer, certains s'enrichissent, ont des troupeaux plus importants. Leurs voisins sont envieux, jaloux, ils ont peur pour leurs biens. Il y a cette espèce de différenciation sociale qui fait que les relations, elles peuvent devenir beaucoup plus tendues dans les villages. Et puis, il y a d'autres phénomènes. Il y a le fait que, par exemple, ça c'est une chose qu'on sait assez peu, au Moyen-Âge, il y avait des femmes médecins. Les femmes pratiquaient la médecine. Souvent sous le titre de sorcellerie. Souvent des plantes, bien sûr. C'était une médecine à base de plantes, bien sûr, de plantes et de filtres plus ou moins magiques, bien sûr. Comme elles pouvaient, c'était les guérisseurs, les guérisseuses. Et au XVIe siècle, la médecine va faire des progrès, mais ce sont les hommes qui s'emparent de la médecine. Et elle va devenir exclusivement masculine, un privilège, vraiment, les femmes sont vraiment virées de la médecine. Ça va durer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais à l'inverse de ça, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut facilement voir la misogynie faite face aux sorcières. Vous savez de quoi c'est dû ? Le XVIe siècle, la Renaissance, c'est un siècle où les droits des femmes, si on peut dire, c'est un peu l'expression, peut-être pas tout à fait adaptée à l'époque, mais les droits des femmes reculent partout. Des métiers qu'elles ne peuvent plus exercer. Ce sont les hommes qui s'emparent d'eux, de ces métiers. Et à l'époque aussi, dans un village, il faisait pas bon être isolé en fait. Toute personne, c'est toujours des grandes familles, des clans, voilà. Et la personne qui vit seule est déjà un petit peu suspecte en fait. Et c'est vrai que les soupçons vont majoritairement se porter sur les femmes et les femmes âgées, pas que. Bien sûr, il y a aussi des sorciers, qui sont d'ailleurs plus sévèrement traités. Les sorciers, alors là, au point de vue torture... Mais pendant longtemps, on a eu des populations différentes. On a eu des Germaniques qui sont venus un petit peu avec ce qu'on a appelé les invasions. On a eu le vieux fond celte. Tout ça se mélange un petit peu. Et il y a certainement des traditions fort anciennes, agricoles, à caractère... Il y avait des fêtes. Il y avait un calendrier agricole tout au long de l'année. Le printemps, les solstices, les changements de saison, tout ça, c'était l'occasion de fêtes. Et il y avait certainement des cérémonies plus ou moins païennes, avec des arbres sacrés, des choses comme ça. Et il est fort probable qu'il y avait des cérémonies comme ça, avec des flambeaux la nuit. Moi, j'en ai trouvé une trace à la commune de Hors, qui a une chapelle dans les bois, à côté du centre Wilfrid Owen, et il y avait une messe nocturne. Mais il y avait aussi après des cérémonies chrétiennes. Oui, parce qu'encore une fois, on dit le mais terme on aimait sabbat, bien, c'est vrai que ça devait être très impressionnant, ces cérémonies la nuit, avec des torches ou des... Mais c'est une époque de toute façon terrible, parce que pour notre région ici, c'est une époque de guerre, d'invasion. Il y a les Espagnols, il y a les Français. On n'est pas français ici, il faut le savoir. On n'est pas français, donc espagnol ou français, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'était des armées de mercenaires, de toute façon, qui pouvaient passer d'un camp à l'autre et qui se faisaient payer. Et ils vivaient sur le pays, donc c'était très violent. Époque également d'épidémie. Donc, de problèmes de pauvreté, de mauvaise récolte. C'était très dur pour les gens, cette époque. Mais c'est vrai, pour en venir à ce que nous disions tout à l'heure là, sur les voisins qui se dénoncent, sur cette atmosphère, vraiment,
Toute guerre civile, tout conflit civil, ça peut devenir rapidement atroce. Regardez l'actualité. Regardez comment ça peut déraper très très vite. Regardez dans la France occupée de Vichy, comme il y a eu des dénonciations, des choses comme ça. Parce que les gens se connaissent bien, donc... L'obscurantisme est présent où il y a de l'humain. Toujours, oui, ça peut déraper très très vite. Hein. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant. Encore une fois, bien connaître l'histoire, c'est intéressant. Et puis d'essayer de comprendre autant qu'on peut. Et ça va durer, je crois que les derniers cas de procès en sorcellerie, ça doit remonter au début du XVIIIe siècle encore. Mais c'était devenu complètement anodin, enfin très rare. On arrive sur la fin de la vidéo. Je vais vous raconter la dernière histoire. Pour moi, elle conclut l'histoire de la sorcellerie. En tout cas, une partie de l'histoire de la sorcellerie. Je vous laisse découvrir. Ça se passe le 8 mai 1679, près de Douai. 4 soldats de la garnison de Marchiennes se conduisent très violemment envers les habitants de Bouvigny. Ils exigent de l'argent et enlèvent Péronne Gauguillon, une habitante du village, qui vont accuser d'être sorcière, d'avoir rencontré le diable sous la forme d'un chien qui s'appelait Fréquette, d'avoir jeté des sorts à des femmes, des enfants et des bovins, d'avoir avorté et tué des enfants. 3 marques sont trouvées sur son corps. Elle finit par admettre que ces marques ont été posées par le diable. Le 28 mai, Péronne Gauguillon est jugée coupable de sorcellerie et condamnée à mourir sur le bûcher. La peine est exécutée le 29 mai 1679. Celles-ci sont connues pour être considérées comme les dernières femmes en France à être exécutées pour sorcellerie. Il y aura encore des procès de sorcières, mais elles seront condamnées à des amendes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. De toute façon, depuis qu'ils ont brûlé les sorcières, c'est rempli de moldus dans le Nord. Moi, je me souviens d'un très beau film, je crois que c'est Karel Dreyer, Dies Irae. C'est un vieux film noir et blanc. C'est une histoire de sorcellerie. Effectivement, on brûle une sorcière. Bah, c'est la musique d'ailleurs du Dies Irae qui était jouée lors des enterrements. Enfin, c'est assez... J'ai vraiment à revoir ce film. Je me souviens que ça m'avait beaucoup frappé parce que ça commence par une vieille sorcière justement qui est brûlée comme ça dans un village. Et puis, je ne sais plus, elle lance sa malédiction sur une jeune femme. Enfin bon, mais il y a une histoire aussi de tromperie, enfin, c'est à la fois, c'était bien réalisé. Et puis ça montrait ce village avec les dénonciations, les tortures, très sombres en noir et blanc. Ah, ça fait... Pour l'imagination, hein, c'est intéressant.